principale de 1 sur x. Alors, fonction, ip 1 sur x, valeur principale. Et la distribution tempérée. Epsilon tend vers 0 de l'intégrale sur x grand que epsilon de phi de x dx sur x dx. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est qu'il faut montrer que cette limite existe et ensuite que ça définit bien une distribution tempérée. Et puis il y a autre chose qu'on va dire. Cet objet-là est en fait phi de x, phi de moins x. Intégrale entre 0 plus infini. Et donc il faut montrer que cette intégrale-là converge, que cette intégrale-là converge, puisqu'on intègre plus infini, et à une limite quand epsilon tend vers 0. Ces deux choses-là coïncident, et que tout ceci définit bien une distribution tempérée. Alors, tout ceci est basé sur, il faut savoir ce que signifie ceci, l'intégrale sur le x plus grand que epsilon de phi de x sur x. Et x, c'est l'intégrale de moins l'infini à epsilon, de phi de x sur x à moins epsilon, donc x, plus l'intégrale de epsilon à plus l'infini de phi de x sur x dx. Et donc il faut montrer que ceci est bien défini et puis que ça a une limite. Alors que c'est bien défini comme phi est dans la classe de Schwartz, x phi est borné, x phi est borné, donc phi de x sur x est un grand O de 1 sur x carré. C'est des intégrales convergent. Ça c'est en plus l'infini. Et en infini. Plus c'est moins. Donc la convergence n'est pas un problème. Et d'ailleurs la même chose est vraie pour celle-ci. C'est ce qui se passe en 0. Et écrit comme ça, c'est pas complètement évident, mais on va utiliser quelque chose d'essentiel qui est le fait qu'on intègre sur un intervalle symétrique. Donc attention, je ne dis pas que l'intégrale de 0 à l'infini de phi de x sur x, enfin l'intégrale sur R de phi de x sur x dx converge, je dis bien l'intégrale, cette intégrale symétrique à une limite. Et pourquoi? Parce que 1 sur x est impair, et donc quand j'intègre une fonction impaire, l'observation, c'est que l'intégrale de 1 sur x plus grand que epsilon de x, si j'intègre une fonction impaire, c'est un intervalle symétrique, j'obtiens 0. Alors, si j'écris ça, j'écris quelque chose de légèrement faux, parce que cette intégrale-là diverge en plus l'infini, donc il faut que je coupe à 1 pour éviter ce problème de divergence. Et donc, si j'appelle ça i epsilon, donc i epsilon, ça va être l'intégrale sur les x compris entre epsilon et 1, de phi de x moins phi de 0 sur x, puisque l'intégrale de phi de 0 sur x vaut 0, plus l'intégrale sur x plus grand que 1 de phi de x sur x dx. Et maintenant, tout ce qu'il suffit de faire, on va utiliser la régularité de phi. On introduit phi de x qui est phi de x moins phi de 0 sur x, x est phi de 0.
et puis phi' de 0, si x égale 0, et l'inégalité des accroissements finis nous dit que psi de x est plus petit que sup sur les x plus petit que 1, t plus petit que 1, de phi' de t, si x est plus petit que 1. Et donc ça c'est l'inégalité des accroissements finis. Et en dehors de 0, c'est clairement une fonction régulière, et en 0, c'est par définition même de la dérivée, psi est continu. Donc ça, c'est une fonction continue. Conclusion, ça a une limite quand epsilon tend vers 0, et ça, on l'a déjà dit, phi de x sur x, cette intégrale-là converge. Et donc, I epsilon tend, quand epsilon tend vers 0, vers l'intégrale de 0 à 1 psi de x de x plus l'intégrale de 1 moins 0 à 1 de psi de x de x, puisque là c'est une fonction continue, plus l'intégrale sur x plus grand que 1 de phi de x sur x de x, et donc ça c'est sur x phi, qui est donc bien défini, et en plus on va avoir dp 1 sur x phi en valeur absolue. Ça va être borné par quoi? Ben la psi est simplement majoré par le sup de phi', et puis l'intervalle ici est de longueur 1, donc c'est 2 moins de phi' infini, et là on utilise simplement que phi de x est plus petit que phi de x sur x est plus petit que 1 sur x au carré fois le sup de x phi infini, et donc on va avoir intégrale sur x plus grand que 1 dx sur x devant, x au carré devant, qui fait 1 pour 1 à l'infini, et 1 pour de moins l'infini à 1, qui est en 2 aussi. Et donc, ça nous dit que dp de 1 sur x est bien dans l'expérimenteur. Alors, un petit mot sur l'ordre, ça nous dit que ceci est d'ordre O plus 1. Mais en fait, c'est d'ordre exactement 1, et pour voir ça, il suffit de casser cette symétrie. Là, on a utilisé assez fortement une symétrie. Bon, donc maintenant, pour montrer que c'est d'ordre 1, on va, comme dit, casser la symétrie, et on va donc prendre une suite de fonctions, phi n, qui va être définie comme ceci. Elle va être 0 jusqu'à 1 sur n. Ensuite, on va aller à 1 au-delà de 1 sur n, 2 sur n. Et puis, on veut quelque chose en classe de Schwartz. À 1, on va revenir à 0. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que la norme de phi n, et en fait, de façon plus générale, la norme de x à la puissance n phi n infini, elle est plus petite que, peut-être que si je fais comme ça, c'est mieux, elle est plus petite que, puisque x à la puissance n sur le support est plus petit que 1, elle est plus, et que phi n est plus petit que 1 aussi, elle est toujours plus petite. Bon, par contre, la norme infinie de phi prime, elle va être de l'ordre de n, puisqu'on passe de 1 sur n à 2 sur n, de 0 à 1. Donc elle va être quelque chose de l'ordre de 2.
Et qu'est-ce que j'ai? La valeur principale de 1 sur x appliquée à phi m, par définition, c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de cette intégrale, mais la partie négative est là, cette partie-là est nulle, et cette partie-là, dès que epsilon est plus petit que 1 sur n, ça ne bouge plus. Et donc c'est l'intégrale de 1 sur n à 1 de phi m de x sur x de x, qui est donc plus grand, puisque phi m, on a pris soin de la prendre positive, c'est plus grand que l'intégrale de 2 sur n à 1 demi. Sur cet intervalle-là, phi m vaut dx sur x, et ça se calcule, c'est log de x pris entre 2 sur n et 1 demi. Donc ça va être log de 1 demi moins log de 2 moins 2 log de 2, puisque le deuxième ici, plus log de n. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ça tend vers l'infini, alors que toutes ces normes-là sont finies. Donc, si Vp était d'ordre 0, on aurait Vp de 1 sur x appliqué à phi m plus petit qu'une certaine constante enregistrée à n, telle que on appelle ceci xn phi m infini. Et ça c'est contradictoire, parce que ça va à l'infini, et ça c'est bon. Donc, Vp de 1 sur x est d'ordre 1, en particulier, ce n'est pas une distribution associée à une fonction localement intégrale, puisque toutes ces distributions-là sont d'ordre 0. Bon, dernière chose, je vous ai promis une autre formule qui est celle-là. Et ça, c'est juste, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le changement de variable, x donne moins x là-dedans. Et qui dit que cette intégrale devient intégrale de epsilon plus l'infini. Alors regardons ce que ça donne. X donne moins x, ça va lui donner phi de moins x, moins d, enfin, t égale moins x, ça va lui donner phi de moins t, moins dt, moins t. Là, il n'y a pas de moins. Et donc, on va intégrer de plus l'infini à epsilon, et donc on va inverser les bornes pour les remettre dans le bon sens, ça va donner un moins 1. Et donc ça donne, la première c'est phi x, et la deuxième c'est moins phi de moins x. C'est x. Donc là, vers intégrale de 0 à plus l'infini de phi x, phi de moins x sur x, dx, parce que ça, pour la même raison que précédemment, ça se prolonge par continuité. D'accord? Puisque c'est phi de x moins phi de moins x sur x, c'est phi de x moins phi de moins x sur x moins x. Alors là, j'en ai deux fois, et ça tend donc vers le 0. D'accord? Donc, ça nous donne, puisque par définition Vp appliqué à phi, c'est égal à cette limite, ça nous donne la deuxième formule, qui elle est fort utile. Alors, maintenant, puisque c'est une distribution, ça a plusieurs
propriétés, ça a une dérivée, ça a une primitive, et ça a une transformée de Fourier, puisqu'on a une distribution tempérée. Et on va donc déterminer tout ceci. Allons-y. La primitive, c'est le plus simple. La primitive de 1 sur x, c'est log de valeur absolue de x. Donc on va se dire que alors ce qu'on dit ici, ce qu'on a fait ici, c'est dire que si on est éloigné, si on a une fonction phi qui est supportée loin de 0, donc dans le support n'intersecte pas un voisinage fixe de 0, Vp de 1 sur x, c'est 1 sur x. Ça correspond à la fonction 1 sur x. C'est ce qu'on a utilisé ici. Et donc, primitive de 1 sur x, de valeur absolue de x. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ln de valeur absolue, c'est dans Ln log. Donc ça définit une distribution. Qui est évidemment, comme toujours, l'intégrale sur R de phi de t log de valeur absolue de x log de x dx. Et quelle est sa dérivée? C'est moins log, par définition, log de x. Donc c'est l'intégrale de, alors, allons-y, moins l'infini à 0 de ln de x, x, devant moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x. X. La première, on lui fait un changement de variable y t égale moins x, donc ça va lui donner ln de x, de moins x, moins des x qu'on a ici, et les bornes vont donc de plus l'infini à 0, et on les remet dans le bon ordre. 0 à plus l'infini. Plus intégrale de 0 à plus l'infini. Là, il n'y a pas besoin de x et x. Et maintenant, on fait une intégration par partie. Ça va donc, ça on va dériver, ça on va intégrer. Donc on va avoir primitive de phi prime de moins x, évidemment, moins phi de moins x, log de x, avec ce moins là, moins phi prime de moins x, c'est dérivé de phi de moins x, donc là il n'y a pas de moins, entre 0 et plus l'infini. Alors, quand je fais ça, là j'ai pas le droit, puisque ça va diverger, et donc je vais faire ça tout autrement. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de log de x phi prime de x moins phi prime de moins x. X. Maintenant, je vais pouvoir faire une intégration par partie. On va donner l'intégrale. Alors, en plus l'infini, il n'y a jamais de problème. Au pire, on commence par se mettre dans les fonctions si infini à support compact. En plus l'infini, il n'y a pas de problème parce qu'on est dans la classe de Schwartz. Phi prime à l'infini décroît plus vite que 1 sur x au carré, qui est largement suffisant pour ne pas avoir de problème. Et celle-là, en 0, il n'y a pas de problème parce que le log est intégrable, et ça c'est bon. Quand on passe à ceci,
Alors après avoir trouvé une primitive de valeur principale, nous allons maintenant trouver cette transformée de Fourier. Et pour cela, nous allons utiliser cette formule-là et la définition de la transformée de Fourier d'une distribution. La transformée de Fourier d'une distribution. La définition, c'est la distribution appliquée à la transformée de Fourier. Et donc, la définition, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de phi chapeau de x moins phi chapeau de moins x sur x. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ce qu'est le phi chapeau. C'est l'intégrale de 0 plus l'infini de 1 sur x, de l'intégrale sur R de phi de t, e puissance moins 2i pi tx moins e puissance moins 2i pi t moins x, donc ça fait plus dt dx. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ben, on reconnaît sinus, alors plus précisément, moins 2i sinus de pi tx, intégrale de 0 à l'infini, de 1 sur x, intégrale sur r, de phi de t, sinus de pi tx, dt dx. Et maintenant, on voudrait faire Fubini. Et Fubini va être un tout petit peu pénible à justifier à cause de 1 sur x qui en 0 n'est pas très sympathique. Et pour cela, d'abord, il n'y a pas de problème de convergence. Hein. On a déjà traité le problème de la convergence. Donc ça va être la limite quand S tend vers l'infini, quand R tend vers l'infini, de l'intégrale. Alors ça va être 1 sur R à R, 1 sur X, intégrale. Le problème vient du 0. Et donc on va enlever 0. Phi de t, sinus de pi tx dx. Parce que c'est intégrale. Et maintenant, on va utiliser, on va donner un nom à ça pour pas s'embêter. On va appeler ça Fi de S, et Fi de S avec Fubini. Et là, il n'y a pas de problème d'utiliser Fubini parce qu'on va intégrer une fonction continue sur un compact. Alors si ça vous embête, c'est presque un compact. Si je mets ceci, ça devient compact. Mais pas besoin de m'embêter. Par Fubini, ça c'est l'intégrale de moins 1 sur R, et j'ai dit que j'ai changé. Donc mon phi de t va sortir sinus de pi tx sur x dx dt. Bon, il n'y a aucun problème ici. Ce que je vais faire là, immédiatement, c'est le changement de variable s égale tx. S égale tx, donc ds, dx sur x et ds sur s.
plus précisément, je vais faire un changement de variable s égale, je vais faire une étape de plus. Donc je vais faire pour l'intégrale de moins l'infini à moins 1 sur s, parce qu'en fait je ne voudrais pas changer cet ordre. T va être à la fois positif et négatif. Donc ici je vais faire s égale moins tx. Donc x c'est s égale valeur. X c'est s sur valeur absolue de t, donc dx c'est s sur ds sur valeur absolue de t, dx sur x c'est bien ds sur s, et devant c'est valeur absolue de t sur r, valeur absolue de t, r, sinus 2pi s ds, attention, j'ai t, j'ai pas moins t, ds, dt, plus l'intégrale de 1 sur s à plus l'infini, de phi de t, intégrale, je fais le même changement de variable, et cette fois-ci, je vais avoir un plus. Donc avec le changement de variable, s égale valeur absolue de x. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir la même fonction, donc je vais avoir intégrale sur valeur absolue de t plus grand que 1 sur s, phi de t, mais quand t est négatif, j'ai un moins, donc c'est sin de t, et quand t est positif, c'est un positif, intégrale t sur r de sinus de pi s sur s ds. J'aurais pu mettre le 2pi aussi. Et ça m'aurait mis les 2pi. Ici. Et je me les enlève ici. Hop. Hop. Le 2pi ici. Sinus s sur s. 2pi. Bon, et maintenant, on va regarder un tout petit peu ce qu'on a. Là, ce morceau-là, il est en L1 sur R. Donc, ça va être une bonne domination pour faire tendre R vers l'infini. Et ce morceau-là, en fait, on a vu que l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus s sur s ds convergeait était égal à pi sur 2. En particulier, ceci est borné indépendamment de R. D'accord? Et donc, par convergence dominée,
l'intégrale sur t, donc 1 sur s, sur 2, puisque ça ne va plus dépendre de t, indépendant de r et de t. Le seul endroit où il y aura un problème, c'est quand t, c'est si t est égal à t. Et maintenant, vous pouvez faire tendre s à l'infini. Ça tend à pi sur 2, intégrale sur r de phi de t, sin de t dt. Alors regardons ce que j'ai démontré. Je reviens ici. Vp, transformer le Fourier de Vp de 1 sur x appliqué à phi, c'est la limite quand r et s tendent vers l'infini. Alors ceci multiplié par moins 2i, donc moins 1 reste, les deux se simplifient, et donc on trouve moins pi intégrale sur r de phi de t sin de t de t. Et donc, la transformée de Fourier de Vp de 1 sur x, c'est la distribution appliquée à la fonction localement intégrale pi de sin de t. En toute rigueur, je devrais écrire la distribution associée à sin de t. Voilà pour la transformée de Fourier. Alors on a aussi vu qu'on pouvait appliquer une distribution à une fonction, par exemple, de la classe de Schwartz. Ça va être, alors ça ne va pas être dans la classe de Schwartz, ça va être une fonction. C'est infini, c'est, si je prends cette transformée de Fourier, c'est moins pi sin de xi, phi chapeau de xi. D'accord? Et donc, ça c'est transformer le Fourier inverse, et moins i pi sin de xi, phi chapeau. Et ça s'appelle la transformée de Hilbert. Alors, il y a une propriété qui est évidente sur la transformée d'Hilbert. Ça, c'est bien défini quand phi est dans L2. Et la transformée de Hilbert, elle va envoyer L2 dans L2 et elle va être unitaire. Voilà, ça, c'est ça. Plus précisément, elle se prolonge en application unitaire. On commence par la définir comme ça, on se rend compte de cette propriété-là. Pourquoi est-ce unitaire? Bon, d'abord, pourquoi est-ce bijectif? Parce que la transformée de Fourier est bijectif, et l'application qui a psi associe moins i pi sin de xi psi est bijectif. Donc c'est bien une bijection. Et unitaire, il faut rajouter ceci. Qu'est-ce qui se passe? La transformée de Fourier est unitaire, et cette opération-là préserve la L2, puisque on n'a pas grand-chose prévu. Voilà, transformée de Fourier par 1 sur pi ici. Ça c'est alors le moins pi ne nous intéresse pas. Ici. Et donc, transformée d'Hilbert, c'est l'application Fourier sin de xi
multiplication par signe de xi fois l'inverse. Ça, c'est une bijection unitaire, ça, c'est une bijection unitaire, ça, c'est une bijection unitaire quand vous les composez, c'est unitaire. Donc, voilà, on va transformer une paire qui a d'autres propriétés. Elle est bornée en fait de LP dans LP tant que P entre 1 et l'infini strictement. Donc si P est entre 1 et l'infini, P, c'est sans doute la transformée la plus importante après la transformée de Fourier, précisément à cause de ces propriétés. Il nous reste à dériver la valeur principale. Alors, avant de continuer, on va devoir définir et montrer et déterminer la dérivée de valeur principale. On va être amené à introduire une nouvelle distribution qui s'appelle la partie finie. Alors, qu'est-ce que ça va être? La VP de 1 sur x, en gros, en dehors de 0, c'est 1 sur x. Et donc, sa dérivée, ça devrait être moins 1 sur x au carré. Et ça va être ça, sauf que là aussi, on a un problème, c'est que 1 sur x au carré, c'est pas localement intégrable, ça fait encore moins que 1 sur x. Et donc, on va définir quelque chose de similaire qui s'appelle la partie finie de 1 sur x au carré. Qui va être la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale sur x plus grand que epsilon. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre 1 sur x au carré. Bon, et là, il va falloir retrancher phi de 0. Alors, là, on n'a plus de problème à l'infini, puisque sur x au carré, ça converge, donc le phi de 0 sur x au carré ne pose pas de problème. Cette intégrale-là est bien convergente, et pour vérifier que c'est bien une distribution, on va utiliser le même truc, intégrale sur un ensemble symétrique d'une fonction impaire, c'est 0. Et donc, là, cette fois-ci, il va falloir P, près de 0, on va enlever x phi cube de 0 sur x au carré. Et puis alors, on va faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, ce morceau-là, il a le goût de se prolonger par continuité. D'accord? Puisqu'on a enlevé le développement limité à l'ordre 1, en 0, ça se comporte comme phi seconde de 0 sur 2. Ça, c'est une fonction continue qu'on intègre ici, donc il n'y a aucun problème. Et au-delà de 1, on a une fonction qui décroît, ça c'est borné sur x au carré, donc c'est une intégrale convergente. Donc écrit comme ça, tout se passe bien. Alors maintenant, ce que je vous affirme, c'est qu'il faut montrer que c'est une distribution, mais le truc est le même que précédemment. Elle va être d'ordre 2 à cause de ce terme-là. Alors maintenant, je veux dériver les b de 1 sur x. Donc par définition, c'est moins vp de 1 sur x appliqué à phi'. Donc c'est la limite quand epsilon tend vers 0, moins la limite quand epsilon tend vers 0, de l'intégrale sur x plus grand que epsilon de phi de x sur x de x et
Et cette chose-là, bon, on va écrire ce que c'est l'intégrale sur le x plus grand que 1 de phi prime de x sur x de x plus l'intégrale sur epsilon petit x petit 1 de phi prime de x moins phi prime de 0 sur x de x. Histoire d'avoir quelque chose qui va être convergent. Et maintenant, on fait une intégration par partie. Quand je fais l'intégration par partie de ça, je vais avoir phi de x sur x. Alors, on va faire correctement. Ça, ce sont 4 intégrales entre 1 et plus l'infini moins l'intégrale sur de 1 à plus l'infini de phi de x dérivé de 1 sur x moins 1 sur x au carré. On a la même chose de x sur x entre moins l'infini et moins 1, moins plus l'intégrale de moins l'infini à 1 de phi de x sur x au carré dx. Et donc on va reconnaître ce morceau-là. Alors, pardon, j'ai dit que je prenais une primitive. Je ne suis pas obligé de prendre cette primitive, hein, ça aussi c'est une primitive. Voilà, maintenant je reconnais ce terme-là. Donc, le premier, ça va être phi de 1 moins phi de 0 sur 1, excusez-moi. En plus l'infini, ça fait 0. Ensuite, ces deux termes-là, c'est l'intégrale sur x plus grand que 1 de phi de x moins phi de 0 sur x de x. Et puis, j'ai le terme ici en x égale moins 1 moins phi de moins 1 moins phi de 0 sur moins 1. Et donc, vous d'avoir le fixe. Et ces termes-là, il va également falloir faire une intégration par partie, plus. Et donc, on va intégrer ceci, et une primitive de ça, donc celle que je vais prendre, c'est phi de x moins x phi de 0, phi prime de 0, moins phi de 0, histoire d'avoir la même chose qu'ici, phi de 0 sur x au carré. J'ai ça d'où à où, je vais l'avoir. On va l'avoir deux fois, une fois entre epsilon et 1, et une fois entre moins epsilon et 1, et puis on a évidemment plus, puisqu'on va dériver sur x, il y a moins 1 sur x au carré, plus intégrale pour x entre epsilon et 1 de phi de x moins x phi prime de 0 moins phi de 0 sur x au carré dx. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le terme en 1 qui est phi de 1 moins phi prime de 0 moins phi de 0 sur 1 au carré, moins la valeur en epsilon, phi de epsilon moins epsilon phi prime de 0 moins phi de 0 sur epsilon carré. Et puis j'ai la même chose de moins 1
à moins epsilon. Donc, plus phi de moins epsilon moins plus epsilon phi prime de 0 moins phi de 0 sur moins epsilon au carré, donc encore epsilon au carré. Et puis la valeur en moins 1 moins phi de moins 1 moins plus phi prime de moins 1 moins phi de 0 sur moins 1 au carré. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester intégrale, on va commencer par les intégrales. X plus grand que 1, phi de x moins phi de 0 sur x au carré dx. Et puis, j'ai oublié l'intégrale ici. Plus l'intégrale pour x compris entre epsilon et 1 de phi de x moins x phi prime de 0 moins phi de 0 sur x au carré dx. Et ça va avoir le bon bout étant dans la partie finie de 1 sur x au carré. Donc ça, quand epsilon, ça c'est le bon bout. Maintenant on a les mauvais bouts. Où sont les mauvais bouts? Moins phi de 1 sur phi, plus phi de 1, moins phi de moins 1, moins plus phi de moins 1, moins plus phi de moins 1. Phi de 0, j'en ai combien ici? Moins, plus, moins, ils partent. Les phi de 0 partent. Donc, lui part avec lui part avec lui, moins, plus, moins, il part avec lui. Et attention, j'ai encore des phi de 0, j'ai moins phi de 0, moins, plus phi de 0. Donc les phi de 1, phi de 0, phi de moins 1 s'éliminent. J'ai encore un moins phi prime de 0 ici, qui doit partir moins, plus phi prime de 0, il part. Et les phi prime de 0 partent, donc tous les termes constants là partent. 1, 2, 3, 4. Ils se simplifient. Ils ont le bon goût de se simplifier. Et il me reste les termes ici. Je vais avoir phi de epsilon moins epsilon phi prime de 0 moins phi de 0 sur epsilon carré. Bon, ben ça, si vous écrivez le développement d'unité à l'ordre 2 de phi, vous avez que ça se comporte comme phi prime de 0 sur 2. Phi de epsilon, c'est phi de 0 plus epsilon phi prime de 0
plus epsilon carré sur 2 phi seconde de 0. Et puis on a un dernier terme, phi de moins epsilon plus epsilon phi prime de 0 moins phi de 0 sur epsilon carré. Alors, lui n'est pas avec en plus, il est avec en moins. Bien. Donc lui se comporte comme moins phi seconde de 0 et pour la même raison, lui il est équivalent à plus phi seconde de 0 sur. Quand vous décrivez le développement limité de phi, vous avez phi de moins epsilon est égal à phi de 0 moins epsilon phi prime de 0 plus epsilon carré phi seconde de 0 sur 2 plus un petit taux de epsilon plus un petit taux de epsilon au carré. Et donc quand epsilon tend vers 0, ça va tendre vers phi seconde de 0 sur 2. D'accord ? Et donc tout ceci, quand epsilon tend vers 0, ben, ça tend vers quoi? Ça disparaît, et ça tend vers partie finie de 1 sur x au carré, particulière phi. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que la valeur principale, qui est moins cette limite, et cette limite, c'est moins égal à x. Voilà pour la dérivée de la valeur principale, c'est moins la partie finie de 1 sur x au carré. Encore une fois, les deux sont assez faciles à retenir. Hein. En dehors de 0, les deux sont des fonctions localement intégrables. C'est-à-dire que si vous appliquez ces distributions à des fonctions de la classe de Schwartz qui sont nulles au voisinage de 0, elles coïncident avec la distribution 1 sur x et la distribution 1 sur x au carré respectivement. Et donc, leur dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, c'est la dérivée usuelle. Elle doit aussi être vraie sans des distributions. Par contre, la particularité, c'est ce qui se passe en 0, c'est-à-dire comment vous pouvez prolonger cette fonction qui n'est pas localement intégrable en une distribution. Pour 1 sur x, vous prenez la partie principale, pour 1 sur x au carré, vous prenez la partie finie. Et donc, cette égalité entre ce que vous savez depuis la classe de première, se prolonge au sens des distributions comme suit. Évidemment, il faut savoir définir la valeur principale et la partie finie qui sont définies. Ici, la valeur principale, ce n'est pas une intégrale, c'est une limite d'intégrale, et la partie finie, ce n'est pas une intégrale, c'est une limite.